Salut, tu t'es inscrit en première année de médecine? T'inquiète, c'est pas grave. Non, je rigole. Bravo d'avoir cette ambition et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mes conseils pour augmenter la probabilité de réussir ta première année. J'avais fait une autre vidéo avec des conseils valables un peu pour tous les étudiants et du coup je vous invite à aller la voir en premier parce que ce sont un peu des conseils de base qui seront utiles pour vous aussi. Dans cette vidéo-ci, ce sera donc des conseils plus spécifiques à la médecine. Petite précision, moi j'avais fait ma première année de médecine à Lausanne en Suisse, du coup il y aura peut-être 2-3 petites choses qui sont spécifiques à Lausanne, mais la plupart des conseils sont valables pour tous les premières années de médecine, peu importe où tu fais ta première. Bref, commençons tout de suite par mon premier conseil, avec qui pas tout le monde sera d'accord, mais perso, je trouve qu'il fait gagner énormément de temps, c'est de ne pas faire de résumé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut relativement tout savoir et le support de cours que le prof te donne, eh bien c'est déjà en quelque sorte un peu ton résumé. Alors bien sûr, il n'y a pas tous les petits détails des dias à savoir, mais on est bien d'accord entre nous que si on commence à faire un résumé, on va vouloir mettre tous les petits détails de peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait ressortir à l'examen. Donc au final ton résumé ça n'en sera pas vraiment un puisque tu vas vouloir tout mettre dedans et au final ce sera plus de la mise en page. Et croyez-moi, en première année de médecine, on n'a pas trop le temps pour faire de la mise en page. À la rigueur, un résumé ça pourrait être utile à la fin du semestre ou pendant les révisions et dedans vous pouvez mettre uniquement les choses qui ne sont pas encore acquises. Parce qu'en fait, vous verrez assez vite, mais il y a pas mal de choses qui se répètent et qui finiront par rentrer quasiment toutes seules dans la tête. Donc de faire un résumé à la fin, ça permet déjà d'économiser le temps que vous aurez passé à faire un résumé des choses qui seront de toute manière rentrées toutes seules, et en plus de cibler sur les choses qui ne sont pas encore acquises, et donc de plus facilement les mémoriser. Donc oui, je peux comprendre pourquoi c'est tentant de se dire on veut faire des résumés parce qu'on se dit qu'en faisant le résumé aussi on étudie. Mais moi mon conseil c'est vraiment de direct étudier sur le support de cours que vous donne le prof. Ou alors faites des résumés uniquement pour les choses un peu complexes et certains mécanismes qu'il faudra réactiver plusieurs fois pour que ça devienne fluide et qui demandent plus d'attention que simplement les relire pour les intégrer. Après oui, c'est clair, il y a quand même des choses à savoir par cœur. Et perso, je faisais des résumés uniquement pour ces choses-là. J'ai trouvé un exemple. Par exemple, pour chimie générale, j'avais fait un petit post-it avec qu'est-ce que ça veut dire si delta G est plus petit que 0 ou plus grand que 0 ou des trucs comme ça. Ou un petit post-it avec les différents niveaux d'énergie. Ou encore une feuille avec les différentes unités qu'on retrouve dans le cours de physique. Mais du coup, ouais, mes résumés, ils ressemblent plutôt à ça, sous forme de petits post-it avec vraiment les choses à savoir par cœur. Et le cours de chimie organique, je sais que j'avais quasiment tout réécrit, les réactions, etc. parce que ça m'aidait à mémoriser. Et donc ouais, voilà, je vous conseille de faire des résumés uniquement pour les choses qui sont vraiment plus dures à mémoriser ou qui sont très visuelles et le fait de réécrire, ça aide, tu vois. Mais essayez vraiment de cibler ces choses-là, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Après voilà, c'est pas une règle immuable, hein, et puis il y en a qui voudront faire des résumés pour tout, et puis tant mieux si c'est ce qui vous correspond. De toute façon, c'est assez simple, quand je vais sortir cette vidéo, normalement ça fera environ 2 semaines que les cours auront commencé. Et si tu fais des résumés et que tu as déjà du retard, eh bien je te conseille de te remettre un peu en question. Car avoir du retard, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable, c'est très stressant. Et en plus, si ça se trouve, tu n'as pas besoin de ces résumés pour intégrer la matière. Ça nous amène à mon conseil numéro 2 qui est comment gérer le retard. À Lausanne, on a la chance d'avoir les cours uniquement le matin et les après-midi libres pour intégrer la matière du matin. Je vous conseille donc vraiment de consacrer ces après-midi à revoir la matière que vous avez vue le matin même et non pas à rattraper le retard si vous en avez. Pourquoi? Eh bien parce que déjà selon la courbe d'Ebbinghaus dont je parle dans ma vidéo de conseils plus généraux, que je vous conseille d'aller voir en premier si ce n'est pas déjà fait, et cette courbe d'Ebbinghaus, justement, elle nous dit que déjà pour intégrer une information, il faut la revoir plusieurs fois, ça c'est pas une surprise j'imagine, mais aussi que les premières répétitions se fassent rapidement après avoir reçu l'information. Donc si vous avez du retard, mon conseil c'est de noter exactement quel slide vous devez revoir ou vous n'avez pas compris et de les revoir le week-end ou éventuellement le soir, mais uniquement une fois que vous ayez revu tous les cours de la matinée. Normalement l'après-midi, si vous vous plongez directement sur les dias et que vous passez pas beaucoup de temps à écrire d'autres choses et faire de la mise en page justement, eh bien vous arrivez l'après-midi à revoir les cours du matin même. Et si vraiment vous n'arrivez pas, c'est pas si grave, hein. Mon conseil numéro 3 concerne la prise de notes. Perso, je vous conseille vraiment de comprendre ce que le prof dit avant de noter l'explication. Alors je sais que c'est très tentant de vouloir noter absolument tout ce que le prof dit pour être sûr de ne pas louper une partie du raisonnement,
Ça m'avait assez marqué en première année quand t'es dans l'auditoire avec 700 autres élèves. Maintenant je crois qu'en première à Lausanne vous êtes genre 900. Mais ouais, que du coup il n'y a pas un bruit pendant que le prof parle et que t'entends que les bruits de clavier de gens qui essayent de absolument tout noter. Mais déjà si vous écrivez mot pour mot ce que le prof dit, eh bien vous risquez de ne pas réussir à tout écrire et qu'il passe à la slide suivante et ça c'est tellement frustrant. Et en plus votre attention elle sera plutôt à noter à tout prix ce que le prof dit sans même vraiment le comprendre. Et ça je trouve que déjà c'est fatigant. Parce que si vous écrivez avant même d'avoir compris, eh bien ce sera beaucoup plus dur de retrouver l'information. Tandis que si vous êtes vraiment attentif à ce que le prof dit avant d'écrire, eh bien même si vous n'avez pas le temps de tout réécrire, eh bien ce sera beaucoup plus facile de réaccéder à cette information puisque vous aurez compris. Et vous pouvez le faire pendant la pause ou l'après-midi justement quand vous revoyez vos cours. Deuxième utilité de revoir ses cours direct après, eh bien c'est de ne pas oublier ce que vous avez compris le matin même et de pouvoir vraiment le noter. Moi ce que je faisais en première année, c'est que j'enregistrais les cours et quand il y avait un truc que j'avais pas eu le temps de noter, parce que ça va très vite, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, et bien je notais le timecode auquel j'avais loupé l'information, et après je réécoutais uniquement cette partie-là pour ne pas perdre de temps à tout réécouter. Deuxième point concernant la prise de notes, perso je faisais partie des gens qui imprimaient leurs cours, et j'y vois deux avantages. Déjà le premier c'est quand c'est sur papier c'est beaucoup plus tangible, je sais pas, on peut surligner, souligner, bon sur les tablettes aussi, mais c'est quand même pas pareil avec le papier et aussi on peut se rendre compte de la quantité de matière qu'on a. J'avais gardé certains cours de première année et là je tombe sur un exemple qui montre bien à quel point je surlignais, soulignais, surlignais. Le cours de physique, faut le relire plein de fois si jamais. Un chapitre de temps à autre par-ci par-là. Et deuxième avantage, justement, ça rejoint le fait que comme t'as pas le temps d'écrire tout ce que le prof dit, eh bien ça force un peu à comprendre avant d'écrire la synthèse. Pas souvent aussi, les choses qui sont vraiment importantes, le prof il les répète deux fois avec des mots un peu différents, mais ça veut dire la même chose. Et selon moi, c'est bien mieux d'écrire une fois en ayant bien compris et en synthétisant, que tout écrire ce que le prof dit, mais écrire deux fois la même chose, etc. Ce conseil de comprendre avant de prendre des notes, eh bien il rejoint un peu le fait de comprendre plutôt que d'apprendre par cœur. Et ça c'est un point vraiment particulièrement important à intégrer, surtout en médecine où il y a un peu cette réputation où faut manger plein d'informations par cœur. Mais déjà, c'est vraiment pas possible de tout apprendre par cœur, en fait c'est juste pas possible. Et je ne vous apprends rien en vous disant que comprendre plutôt que d'apprendre par cœur, eh ben ça permet de mieux mémoriser sur le long terme. Alors ok, au début certains raisonnements ça peut être un peu fastidieux de vraiment les comprendre, mais les trucs vraiment un peu compliqués, si vous prenez le temps de les mettre à part sur une feuille et de noter le raisonnement point par point, étape par étape, à force de le revoir, eh bien le cheminement va se faire beaucoup plus facilement. D'ailleurs ça c'est grâce aux gaines de myéline qui entourent les axones des neurones, et plus on répète une information, plus le cerveau va faire en sorte d'y avoir accès facilement, donc plus il va faire de connexions entre neurones, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et plus cette gaine de myéline est épaisse, plus les informations vont circuler rapidement. Donc plus vous répétez, plus le raisonnement se fera rapidement, jusqu'au stade où vous n'aurez plus qu'à voir le concept pour faire le raisonnement en un éclair, et là ça voudra dire que c'est vraiment intégré, et en plus on va pas se le cacher, c'est plutôt satisfaisant. Bref, du coup, comprendre c'est vraiment le mot clé de ce conseil, et ça nous amène au conseil suivant, mon cinquième je crois, qui est de bien dormir. Pourquoi ? Eh bien parce que pour comprendre en cours, eh bien faut déjà pouvoir être attentif et concentré. Or, il faut savoir qu'une des premières fonctions du cerveau qui est atteinte par le manque de sommeil, c'est la concentration. Même pas grand chose de manque de sommeil, ça peut déjà réduire de 40% vos capacités de concentration. Et ça, je suis sûre que vous avez déjà expérimenté le fait d'être fatigué en cours, c'est beaucoup plus dur de retenir les informations et d'être concentré. Parce que je suis vraiment persuadée que si vraiment vous êtes là en cours et que vous êtes vraiment attentif et concentré, eh bien il y a déjà une grande partie qui sera intégrée pendant le cours, et ça c'est vraiment un gain de temps. Et donc gratter du temps sur le sommeil pour étudier, je sais que ça peut être tentant, mais c'est vraiment la dernière des choses à faire, parce que vous êtes perdant sur à peu près tous les points. En pensant gagner du temps, vous allez plutôt en perdre parce qu'il faudra beaucoup plus répéter une information pour pouvoir la retenir, etc. Mais en plus, il faut savoir que le sommeil c'est aussi super important pour la mémorisation. Pendant le sommeil profond, il y a ce qu'ils appellent en anglais les sleep spindles, c'est des petits pics d'activité cérébrale qui ont lieu lorsque les informations passent de l'hippocampe, donc de la mémoire à court terme, au cortex cérébral, là où elles seront stockées à long terme. Et ça, je pense que c'est vraiment le conseil le plus important à retenir de cette vidéo,
bien dormir, c'est vraiment la base, c'est un facteur absolument clé. Non seulement pour être concentré en cours, du coup plus attentif et du coup mieux comprendre et mieux intégrer les informations, mais aussi de manière plus générale, il faut savoir que le sommeil ça joue vraiment sur la santé mentale. Si on manque de sommeil, il y a beaucoup plus de risques qu'on se sente déprimé. Dormir autant qu'on en a besoin, ça permet de se sentir mieux mentalement, ce qui est bénéfique pour la motivation et la santé mentale. Et avoir une bonne santé mentale, c'est ça qui va vous permettre de tenir sur le long terme. J'ai fait des vidéos de vulgarisation sur le sommeil, du coup je vous invite à aller voir celles sur les chronotypes en particulier parce que ça peut vraiment vous intéresser je pense, donc je vais mettre le lien en description. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo, mais pas tout de suite après celle-ci, mais plutôt en guise de pause entre deux cours. Ce qui nous amène au conseil suivant qui est de faire des pauses. Juste une petite précision avant de passer au conseil suivant. J'aimerais dire que oui, c'est optimal d'être concentré le plus souvent possible, mais je pense vraiment que même en dormant bien et tout, c'est normal de ne pas tout le temps suivre ce que le prof dit, hein, vraiment. Je pense qu'on a tous déjà vécu et qu'on va encore le vivre ce moment où juste on a déconnecté et on entend vaguement le prof dire des choses qui ont l'air compliquées en arrière-plan. Et sans... voilà, on n'est juste pas là quoi. C'est normal, ne vous en voulez pas si ça vous arrive. Bref, 6e conseil, faire des pauses. Alors ça, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo de conseils de base, mais j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai en médecine où t'as l'impression que pour réussir, faut bosser H24. Je vais juste répéter une petite info qui est que notre cerveau est pleinement concentré seulement 20 minutes par heure et au-delà, notre concentration commence déjà à diminuer. Donc je vous conseille de vraiment faire régulièrement des pauses. À Lausanne, comme je l'ai dit, on a les cours que le matin et l'après-midi de libre pour étudier. Et moi, quelque chose que j'aimais bien faire, c'est de bosser de 1h à 3h30 environ. Et ensuite d'utiliser le temps de trajet pour rentrer chez moi en guise de pause. Quand je rentrais chez moi, je bossais encore 1h. Après, je me faisais une petite session de sport et cuisine. Et le soir, je rebossais encore environ 1h avant d'aller dormir. Travailler comme ça en fragmenté, c'est ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Après, bah voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un espace uniquement dédié au travail et vraiment se reposer une fois qu'ils rentrent chez eux. Donc voilà, à chacun de trouver son rythme de travail qui lui convient. 7e conseil, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, du coup ça c'est surtout valable pour Lausanne, c'est de faire des QCM. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que chaque année les élèves s'organisent pour retranscrire les questions d'examen et les mettre sur un document. C'est pas vraiment officiel, hein, c'est vraiment les étudiants qui s'organisent pour faire ça, donc il peut y avoir des erreurs, etc. Mais quand même, de voir les QCM des anciens examens, c'est vraiment un plus. Vraiment quelque chose à voir parce que vous avez beau tout connaître la matière, des fois il y a des questions que... c'est un peu chaud d'y répondre, et si vous avez déjà vu une fois le type de questions qui seront abordées, et bah c'est beaucoup plus facile d'y répondre. Et des fois il y a même des questions qui reviennent telles quelles, et du coup, paf, même pas besoin de réfléchir, vous avez la réponse. Enfin, même pas besoin de réfléchir, ça peut changer un petit peu, hein, mais des fois on est vraiment sûr de la réponse parce qu'on sait qu'on l'a déjà vu. Du coup, ça vaut vraiment la peine de bien faire les QCM. Il y en a qui conseillent de les voir déjà au début d'année pour voir plus ou moins le type de questions qui sont posées pour orienter sa manière d'étudier. Mais perso, je les faisais pendant les révisions, et puis ça a bien été. Après, il faut savoir que ça prend du temps de faire des QCM. Vraiment, ça prend du temps. Prévoyez plusieurs jours pour ça. Et essayez vraiment de faire les QCM les plus récents, je dirais des 3-4 dernières années, c'est vraiment les plus importants. Si vous ne les avez pas, demandez à vos parrains de 3e année pour les avoir. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit ce que je voulais dire pour les conseils de base. Maintenant, j'aimerais passer à des conseils un peu plus généraux sur l'état d'esprit à adopter en première année de médecine. Car avoir un bon état d'esprit, c'est vraiment un facteur clé pour augmenter sa probabilité de réussir sa première. Vous n'êtes pas sans savoir que la première année de médecine est très réputée pour être super exigeante, demander énormément de travail, etc. Elle a aussi la réputation d'être très compétitive et que si tu veux réussir, il va falloir arrêter d'avoir une vie sociale et arrêter de faire du sport. Et quand t'annonces à ton entourage que tu veux faire médecine, eh bien perso, c'était un des premiers aspects qui ressortait. Donc mon premier conseil pour avoir un bon état d'esprit, eh bien c'est de ne pas trop écouter ces choses-là. Ne te laisse pas convaincre par la réaction des gens et leur partage de leurs préjugés et appréhensions sur cette première année de médecine. Perso, quand j'ai dit ça à mes amis, mon copain ou ma famille, la première chose qu'ils disaient c'était « Mais tu sais que c'est très dur, hein? Tu sais que c'est très sélectif ?» Ah mais heureusement que tu me dis, hein, parce que je savais pas. Oui, on est au courant, merci. Il y a uniquement une de mes meilleures amies et ma mère qui a cru en moi. Ma meilleure pote elle était en mode ah ouais grave, je suis sûre que ça peut te convenir, en plus tu kiffes trop la bio et tout. Chloé, si tu passes par là, big up. Et ma mère elle était en mode, je sais pas si elle croyait en moi mais elle était en mode faut faire ce qui te plaît ma chérie. Parce qu'elle en fait elle avait pas pu faire ce qu'elle voulait quand elle était jeune. Et du coup elle veut vraiment m'offrir cette chance de pouvoir faire ce que je veux. Du coup je pense que peu importe ce que je lui dis, elle sera en mode fais ce qui te plaît ma chérie. Pour elle, tant que j'ai un papier, c'est bon. Mais ouais, une de mes autres meilleures potes, elle était en mode mais Mathilde, tu sais que c'est super compliqué la première. Mon père ne croyait pas du tout en moi. Même mon copain, il était en mode mais c'est très sélectif, hein.
Après, faut avouer que je peux plus ou moins comprendre leur réaction dans le sens où au collège, donc le gymnase pour les Vaudois, bah j'étais vraiment limite en termes de notes, je passais chaque année raclette. En plus j'étais en art visu, donc rien à voir avec des maths et ça. Donc ouais, ça c'est aussi un point, même si vous n'avez pas fait une matu scientifique ou ça, c'est possible de passer cette première année. Il y a surtout le module 1 qui est riche en chimie, chimie organique et physique, enfin il y a que ça quoi. Mais franchement, ça peut le faire. C'est surtout la motivation et votre méthode de travail qui va déterminer si vous allez pouvoir intégrer tout ça quoi. Donc croyez en vous, même si les autres ne croient pas en vous. Si moi j'ai pu le faire, et que je l'ai réussi du premier coup hein, d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi. Donc bref, ne te laisse pas convaincre par ce que les gens te racontent, et ça rejoint mon deuxième conseil pour avoir un bon état d'esprit, c'est de très bien choisir ton entourage pendant que tu étudies. Fuis les gens qui se plaignent constamment des cours et entoure-toi de gens qui sont motivés à réussir. Surtout à Lausanne, où il n'y a pas d'examen d'entrée, ça veut dire que n'importe qui a une matu peut s'inscrire en médecine. Donc ça a le côté très positif que bah tout le monde a sa chance quoi. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi Lausanne, pour pas avoir d'examen d'entrée. Et il y a pas mal de gens qui honnêtement bah savent pas trop ce qu'ils foutent là et qui sont pas vraiment motivés. Les gens qui se plaignent, ils auront tendance à dire il y a beaucoup de matière, ça va trop vite, j'ai pas eu le temps d'écrire. Ah, à cause de l'accent du prof, j'ai pas compris. Ok, il y a des fois des profs qui ont un petit accent et tu comprends pas absolument tous les mots, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas louper ton année, mon gars. Parce que ouais, aussi, les gens qui se plaignent, il y a un peu le côté, j'ai l'impression, où c'est un peu en mode, ils cherchent des excuses ou plutôt des justifications à leur futur échec, quoi. Donc ouais, vraiment, mon conseil, c'est de fuir les gens qui se plaignent. Oui, bon, je dis ça, mais après, j'avoue que bah, c'est normal de se plaindre un petit peu. Enfin, surtout qu'il y a presque un petit aspect social. Genre à la fin du cours, tu regardes tes potes en disant « Oh là là, c'était compliqué, oh !» Et voilà, c'est normal parce que oui, ça va vite et on est vite dépassé et on comprend pas tout, etc. Mais le fait est que c'est une réalité que tu peux pas changer et le fait de s'en plaindre, ça va juste consolider dans ta tête l'idée que c'est compliqué. Donc à la place, t'as bien plus intérêt de consacrer ton énergie à vraiment essayer de comprendre et de te pencher sur la question, quitte à aller poser des questions au prof et tout quoi. Donc oui, se plaindre un peu, c'est normal, hein, ça fait presque du bien, mais essayer de le garder juste au stade de constat. Et puis voilà, se plaindre oui, mais avec modération. Autre conseil que je disais dans ma vidéo de base des conseils pour étudier, eh bien c'est d'être motivé. Ça paraît con, mais c'est tellement la base. Si t'es pas motivé, eh bien à chaque difficulté, tu vas te dire mais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai pas d'autre chose de mieux à foutre? Donc ouais, c'est clair que c'est hyper important de savoir pourquoi t'es là, pourquoi t'as décidé de faire ça. Il y en a, ils choisissent médecine parce que c'est leur vocation depuis tout petit, mais je vous rassure, si c'est pas votre cas, il peut y avoir d'autres motivations qui durent sur le long terme. Perso, j'ai pas choisi médecine parce que c'était ma vocation, hein. J'ai choisi un peu au dernier moment, et j'ai choisi ça parce que ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionne le corps humain. Je pense que les motivations qui ont le plus de chances de durer sur le long terme sont vraiment celles qui viennent de la passion, quoi. Si tu veux faire médecine pour avoir un bon salaire et avoir de la thune, eh bien je pense que c'est un choix presque trop pragmatique et rationnel qui risque bien de s'effriter au fur et à mesure que tu te confrontes à tout ce qu'il faut apprendre, quoi. Perso, la thune c'était une de mes motivations parce que un de mes objectifs de vie c'est de travailler à 50%. Parce que perso, je ne vise vraiment pas de vivre une vie luxueuse. Et du coup, je me disais que le 50% d'un gros salaire, ça suffirait pour vivre. Et puis voilà, j'avais choisi médecine, j'avais l'impression que c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Et en fait, cette première année, une fois que j'avais décidé de la faire, je ne l'ai pas remis en question. Le fait de se remettre régulièrement en question, je pense que c'est justement un indicateur que votre motivation n'est pas assez grande. Perso, à la fin de la première, au module 5, je commençais à me remettre en question et à être moins motivée. Et la deuxième année, j'étais plus trop sûre de mon choix, parce que déjà je réalisais gentiment que après les 6 ans d'études, il y a encore 5 ans minimum de spécialisation, où c'est quasiment de règle de bosser à 100%, et ça, je me disais, bon ouais, c'est peut-être pas le bon choix si je veux bosser à 50% dans ma vie. Aussi une fois un peu le challenge de cette première année passée, où je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais le faire, eh bien, ouais, j'étais plus si motivée que ça. En plus, on dit tellement que la première année c'est la plus dure, etc. Et je pensais qu'en deuxième année ce serait plus chill. Donc ça, oui, je vous préviens, il n'y a pas que la première qui est chaude, la deuxième il y a aussi beaucoup de matière. Surtout qu'en deuxième, les gens qui sont là en principe, ils savent travailler. Et il faut savoir qu'il y a encore un peu de sélection en deuxième année. Beaucoup moins, c'est clair, mais il y en a quand même encore un petit peu. Donc ouais, si vous écoutez ça, vous n'aurez pas l'excuse de dire que vous ne savez pas que la deuxième année c'était aussi exigeant. Donc tout ça fait que j'ai moins travaillé et j'ai loupé ma deuxième année, enfin j'ai eu un examen à refaire, on peut pas passer en troisième sans avoir tout réussi. Donc même si j'avais réussi ma première du premier coup, eh bien le fait de ne plus être motivée, ça a fait que j'ai échoué. J'avais loupé le 2.1 et le 2.2, le 2.2 j'ai pu le compenser, j'ai eu de la chance. Du coup j'ai dû refaire toute l'année pour un examen.
Le deuxième semestre de la deuxième, j'avais réussi parce que là j'étais à nouveau motivée parce que je me disais ah bon bah ok je vais redoubler mais si je réussis ces examens l'année prochaine j'aurai du temps libre. Donc ouais voilà, tout ça pour dire que la motivation ça paraît un peu con mais c'est vraiment quelque chose de absolument prépondérant qui va déterminer si tu vas réussir tes études ou non quoi. Ah oui, petite astuce pour avoir un bon état d'esprit, n'hésitez pas à vous faire des mots de passe qui font référence à une phrase motivante. Par exemple, le mot de passe que j'avais en première année, c'était MCTF98LDDLN. Vous voyez pas ce que ça veut dire? Et c'était pour médecine, c'est trop facile, 98 c'est ma date de naissance, les doigts dans le nez. Et du coup, à chaque fois que je tapais mon mot de passe, je me répétais cette phrase dans ma tête et peut-être que ça a conditionné mon cerveau au fait que bah c'est pas si dur les études de médecine. En deuxième année, c'était MCP 98 CPC. Pour médecine, ça passe, 98 c'est plutôt cool. Et cette année, bah, je vais pas le dire, mais il y a MMM pour motiver, motiver, motiver. Du coup, à chaque fois que je tape mon mot de passe, je me dis ça dans ma tête et ouais, voilà, c'est une petite astuce marrante. Donc voilà pour mes conseils. Je voulais finir en parlant un peu de santé mentale, parce que bah voilà, médecine c'est quand même des études très exigeantes qui demandent beaucoup d'investissement et tout. Donc oui, être motivé c'est important, mais il faut savoir que c'est tout à fait normal de ne pas être tout le temps motivé H24. On est tous humains, on vit tous certains aléas de la vie qui font que parfois on peut pas étudier pendant une certaine période, ou qu'on tombe malade, ou qu'on en a marre tout simplement, et c'est tout à fait normal, hein, vraiment. Dites-vous que les autres aussi sont humains et ne sont pas H24 en train d'étudier, d'ailleurs ce serait pas viable sur le long terme. Donc vraiment, soyez indulgents envers vous-même, et vraiment, c'est la santé qui passe avant tout, quoi. Donc voilà pour mes conseils, et maintenant, en fait, j'ai demandé à mes collègues de 3ème année de dire s'ils avaient un conseil ultime à vous donner, à vous, étudiants en première année de médecine, bah qu'est-ce que ça serait? Donc je vais lire certaines de leurs réponses. Hello, pour moi ce serait de ne pas se comparer aux autres, technique de travail, rythme, etc. Voilà, bisous. C'est vrai, ça c'est un bon conseil pour avoir un bon état d'esprit, ne pas se comparer aux autres. Coucou, pour répondre à ton message sur un ultime conseil aux premières années, je dirais prendre soin de sa santé mentale et de son rythme de vie. Et concrètement, ça peut être de une fois par semaine, même au premier semestre, de prendre un temps, même 3 heures ou tout un après-midi, pour vraiment faire quelque chose et déconnecter. Tout à fait, des fois prendre un après-midi les week-ends pour déconnecter, perso je le faisais assez régulièrement. Hey, quelque chose qui m'a beaucoup aidé après avoir raté médecine, c'était de ne pas s'attarder trop longtemps sur des éléments, détails qui semblent incompréhensibles à la première relecture, mais qui deviennent magiquement beaucoup plus simples à la deuxième ou troisième relecture. Donc oui, hein, ça je suis assez d'accord, c'est normal de ne pas tout comprendre le 100% du cours à la première relecture, ça viendra au fil du temps, en plus il y a des choses qui se répètent, une compréhension globale qui se forme, etc. Je dirais qu'un conseil qui est difficile à appliquer mais très important, c'est de ne pas se comparer aux autres parce que c'est inutile et qu'on révise tous à des rythmes différents. Prendre du temps pour soi, c'est pas en donnant toutes les forces au début qu'on réussit à gagner un marathon. Il faut savoir s'écouter pour tenir jusqu'au bout et au final, c'est ce qui permet de réussir. Waouh, c'est émouvant. Très émouvant, mais surtout très vrai. Voilà, un petit dernier, pas se comparer, donc ça c'est un truc qui revient pas mal, hein. Prendre du temps pour soi. Donc ouais, la motivation quoi. Pas forcer quand il n'y a plus rien qui rentre. Ouais, grave, ça j'en ai pas parlé, mais le temps qui compte, c'est pas le temps que vous passez assis à la biblio. Le temps qui compte, c'est le temps efficace que vous passez à étudier. Si vous passez 8 heures à la biblio, mais que sur ces 8 heures, il y a que 3 heures qui sont efficaces, et bien il y a que ces 3 heures-là qui comptent. Hein. Donc ouais, essayez vraiment de bosser que quand vous êtes efficace, et ça passe bien évidemment par bien dormir et faire des pauses. Donc ouais, dès que vous remarquez que vous êtes plus efficace, au lieu de vous entêter à essayer d'apprendre des choses, eh bien je vous conseille de faire autre chose, que ce soit un hobby, faire du sport, voir des potes, n'importe quoi d'autre qui permet de vous changer les idées. Et même si vous n'êtes pas en train d'étudier à ce moment-là, je suis persuadée que si on regarde le temps total efficace passé à étudier, eh bien il sera plus grand si vous faites autre chose quand vous n'êtes pas efficace, car ça permet de régénérer votre motivation et par après de vous replonger de plus belle dans vos études. Et au final, je suis sûre que ça augmente le temps efficace passé à étudier. Et c'est justement ce temps-là qui compte. Donc que du bénéf quoi. Ce que j'aimais bien faire, c'était faire du sport avec mes amis. Comme ça alliait le sport et le fait de voir ses amis. Et ça fait vraiment du bien aussi de faire du sport. Vraiment les gars, prenez ce temps-là. Prenez le temps de faire du sport 2-3 heures par semaine. Ce sera que bénéfique. Et pour votre sommeil, donc pour la mémorisation. Ça permet de faire des pauses et encore une fois, c'est bien pour la santé mentale. S'autoriser des sorties sans culpabiliser, oui. Concernant la vie sociale d'ailleurs,
et bah c'est clair que tu te doutes que c'est pas très optimal de se murger la gueule tous les week-ends. En plus l'alcool ça dégrade la qualité du sommeil, pas bon pour la mémorisation. Mais de temps en temps vraiment, octroyez-vous des petites soirées à droite à gauche, ça fait du bien de voir des gens. Et l'effet bénéfique d'avoir quand même une vie sociale, bah ça fait tellement du bien que je suis sûre que ça apporte un bon état d'esprit qui permet d'avoir une santé mentale qui permet de durer sur le long terme. Ce qui est doublement bénéfique et pour vous et pour vos études. Donc voilà, on arrive à la fin. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Soyez fiers d'avoir fait ce choix. Je vous envoie toutes mes bonnes pensées de courage, persévérance, indulgence, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu ce que je fais, parce que je fais des vidéos de vulgarisation scientifique, du coup je pense que ça peut vous intéresser. Mais je vous conseille déjà la vidéo sur les chronotypes que je vais mettre en description. Donc voilà, merci encore, prenez soin de vous et courage. Bye bye!